Bonjour et bienvenue au WebTech sur la mobilité numérique au service des territoires. On parlera notamment d'un retour d'expérience des Jeux Olympiques Paris 2024, mais également des smart villages, des territoires ruraux concernés d'ailleurs par les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Je vous propose de patienter quelques secondes avant de démarrer afin que tout le monde puisse se connecter. Alors, ah oui, c'est vrai que moi, je ne vais pas pouvoir. Bienvenue donc au WebTech sur les mobilités innovantes et décarbonées. On sait que les grands événements internationaux, la transformation des territoires aussi, ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, posent des défis majeurs en matière de mobilité et de services numériques. Et donc on parlera aujourd'hui comment fluidifier les déplacements de millions de visiteurs, d'athlètes, tout en garantissant des services de précision pour des milliers de personnes, d'athlètes, de visiteurs, d'organisateurs, sans saturer notamment les réseaux de transport existants, réseaux de transport public existants. Donc on va discuter de ces sujets aujourd'hui avec différents speakers que je vais vous présenter, qui sont connectés normalement aussi. Que vous devrez, alors, il y a une petite erreur dans la slide, mais c'est pas grave. Donc on a la chance d'avoir Bianca Blasi de Actantis avec nous, Raphaël Rinardi de Cap Énergie, Clémence Castel de Instant System, de Bastien qui n'est pas là, et de Julie Refaillac de la région Sud. Et on va discuter, alors on va changer un peu l'agenda. On va d'abord présenter un nouvel appel à projet sur les mobilités innovantes et décarbonées en vue des Jeux Olympiques 2030 avec Julie Rafaillac de la région Sud. Ça prendra à peu près 5 minutes et vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Puis ensuite, on démarrera avec Instant System qui nous justement fera un retour d'expérience détaillé sur sa gestion de la mobilité et des transports publics pendant les Jeux Olympiques 2024, et ceci bien sûr en prévision des Jeux Olympiques 2030 à venir sur notre territoire. Alors Julie, je peux passer les slides ou je vous laisse présenter vos slides comme vous voulez. Peu importe, il n'y a pas de... Non, non, bah à ce moment-là, peut-être que tu peux garder la main, Fabienne, c'est peut-être plus simple, comme tu veux. Ouais, mais comme il y a plusieurs, vous avez plusieurs slides, c'est peut-être... voilà, bon, voilà, on va voir si ça fonctionne. Comme ça, je vais regarder les questions pendant ce temps-là, les questions qui seront posées. Ouais, Vu ok. qu'un seul écran. Ouais, ok, super, on voit très bien, parfait. Donc là, je passe en plein écran, voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'être rapide pour ne pas pénaliser le reste de la réunion, et je m'excuse parce que je devrais vous quitter en cours de route, ce qui est bien dommage. Donc pour vous présenter, et merci de l'opportunité qui m'est donnée de le faire aujourd'hui, un nouvel appel à projet de la région Sud, en particulier la direction des infrastructures et des grands équipements, que l'on a nommé appel à projet mobilité innovante et décarbonée, Jeux olympiques et paralympiques 2030. Cet appel à projet s'inscrit évidemment dans le cadre de nos stratégies et de nos politiques publiques de mobilité. Alors, première diapo pour vous rappeler justement un petit peu ce cadrage politique. La transformation écologique et énergétique du territoire est évidemment au cœur du projet de la région, et ce depuis 2017. Et malgré tout, on fait le constat que les transports en région représentent un petit peu plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier poste d'émissions et c'est le seul à ne pas avoir baissé depuis 90. Donc c'est aussi pour ça qu'il nous reste des choses à faire et de beaux projets à concrétiser.
Depuis 2023, nous avons, confirmé notre engagement en faveur de la neutralité carbone et de la planification écologique des mobilités à travers l'adoption de 4 orientations stratégiques, qui portent le doux acronyme de ACORS, le A pour, adaptation au changement climatique, le CO de conversion des flottes, des motorisations, le R de report modal, mais report modal est également, alors voyageurs marchandises bien sûr, mais report modal aussi, enfin disons que ce R englobe, la notion de covoiturage et de remplissage de véhicules et puis le S de sobriété, autour de tout ce qui va concerner, la rationalisation des flux, des déplacements, et donc ces orientations, elles se déclinent aussi bien pour, le transport de personnes que de marchandises et sur l'ensemble du système de transport. Donc ça intègre des réflexions autour de l'infrastructure, les services, les énergies, les comportements, enfin c'est, vraiment, à 360°. On a également adopté un plan régional de la logistique qui s'articule autour de 4 défis que sont évidemment la neutralité carbone, la sobriété foncière et énergétique, la robustesse des chaînes logistiques multimodales et puis la logistique du dernier ou premier kilomètre, que ce soit d'ailleurs en milieu urbain ou en milieu plus rural, plus excentré et y compris de montagne. Et on a également adopté 2 feuilles de route, sur la mobilité, une pour les personnes, une pour les marchandises. Feuille de route portée par l'État et la région dans le cadre de la planification, écologique, pour laquelle la région Sud est, région, pilote. Et puis bien sûr, en décembre 2024, certains d'entre vous le savent peut-être, mais il y a eu création, du Parlement des JOP, manière de mobiliser en fait, tous les acteurs, concernés, de près ou de loin par ces jeux, que ce soit les citoyens, le monde économique, associatif, sportif, toutes les autorités publiques, pour, collectivement, œuvrer au bon accueil, des jeux et puis aussi, surtout, à leur héritage. Et c'est bien aussi cette notion d'héritage qui nous a animés dans le cadre de notre appel à projet. Donc l'objectif de notre appel à projet, c'est, l'innovation, l'expérimentation et surtout l'héritage, post-Jeux olympiques. Pour être très honnête, les Jeux olympiques, c'est finalement, quelque chose dont on s'est saisi par opportunité et par opportunisme. Mais pour nous, c'est bien, derrière ça un objectif de travailler à une mobilité des personnes et des biens qui soit plus, décarbonée, plus écologique, plus compétitive, plus en accord avec les besoins, des territoires, de leurs entreprises, de leurs habitants, de leurs visiteurs. Et ça ne se cantonne pas à une période Jeux olympiques, mais on a bien dans l'idée que les actions qui seront, sélectionnées puissent être ensuite pérennisées. On attend, à travers cet appel à projets des projets opérationnels, donc à déployer sous 2 ans. Donc l'idée, c'est vraiment, bon, ça peut être de l'étude action, ou de l'expérimentation et de pouvoir, le concevoir en vue des jeux et de l'avoir pré-testé avant les jeux. Est-ce que ça pourra est-ce que toutes les solutions pourront être expérimentées pendant les jeux? Ça, on n'a pas de certitude parce qu'il y aura très certainement des contraintes fortes qui seront posées. Mais donc d'où l'idée de se préparer le plus en amont possible, et puis de réfléchir à, comment ce que l'on propose, et comment on le pérennise, comment éventuellement d'ailleurs on le transfère à d'autres territoires, équivalents, d'autres vallées alpines, au-delà, des vallées, purement, concernées par les jeux et on vise les territoires olympiques dans une acceptation très large, donc c'est-à-dire finalement, les Alpes du Sud, dans leur intégralité puisque encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est, l'héritage, des Jeux olympiques. Les projets devront être axés sur les changements de pratiques et de nouvelles solutions. Alors pour les marchandises, les voyageurs, là j'ai donné quelques exemples. Les marchandises, c'est tout ce qui peut tourner autour de la massification, la mutualisation, la multimodalité ou comodalité, comodalité, fret, voyageurs par exemple. Des solutions pour les premiers et derniers kilomètres, pour les circuits courts, les filières, les secteurs, j'en cite à titre d'exemple, mais c'est pas limitatif, hein, bien sûr. Ça peut concerner l'agroalimentaire, les déchets, le BTP, le e-commerce, la santé. Hem
Pour les voyageurs, à titre d'exemple, là aussi, on peut voir émerger des projets autour de l'utilisation de véhicules intermédiaires, des solutions pour les premiers et derniers kilomètres, là aussi, hein, les accès en montagne, l'électrification ou le rétrofit de véhicules, des solutions billettiques pour favoriser l'interopérabilité, des services ou des plateformes de covoiturage, d'autopartage et puis tout ce qui va toucher au changement de comportement, à l'acceptabilité de ces nouvelles solutions, comment on les explique, comment on sensibilise, les acteurs, les cibles, et comment on œuvre à une meilleure acceptabilité, de solutions, nouvelles. Donc, les objectifs, c'est évidemment de concourir à nos grands objectifs politiques, hein, donc que j'ai cités en première diapo, à savoir, accélérer la transition écologique, faciliter le report modal et promouvoir évidemment des mobilités, qui soient, sobres, en carbone. Donc là, sur cette diapo, je rentre un petit peu plus dans les détails, mais je vais peut-être pas tout détailler pour ne pas prendre trop de temps. De toute manière, bon, vous aurez les diapos, hein. Mais ce que l'on cherche à accompagner, ce ne sont pas de gros projets, d'infrastructures, qui sont développés par ailleurs et à travers d'autres guichets. On est plus dans de la recherche de solutions, soft ou du petit équipement, dans des solutions technologiques, mais pas que. Ça peut être aussi organisationnel, ça peut être serviciel. C'est, réfléchir aussi à de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de gouvernance partenariale, repenser des usages, et puis apporter, des solutions qui soient, innovantes et que ce soit aussi bien, dans les manières de sensibiliser ou dans les manières, d'apporter de nouveaux outils, y compris, numériques pour, ce qui peut concerner, certains d'entre vous. Hem donc là, je détaille un peu certains exemples de marche enfin de sujets, marchandises ou transport de personnes, mais ça reprend un peu, hein, ce que je vous ai déjà expliqué, donc je vais pas m'étendre, sur la question et dernière diapo importante, justement si vous souhaitez, candidater. Alors les termes et conditions de l'appel à projet sont publiés en ligne. L'appel a été publié le 27 avril dernier. On a fait un webinaire de présentation, de cet appel, le 12 mai dernier, et donc il a été enregistré donc sur le site de l'appel à projet. On trouve à la fois les termes et conditions de l'appel, mais aussi le replay de ce webinaire et la FAQ, qui a été élaborée suite à ce webinaire. Donc je vous invite à balayer ce site internet et puis prendre connaissance de tout cela. Les critères d'évaluation, sont somme toute assez classiques, hein. On va juger de la qualité globale du projet et du dossier, le caractère innovant de la solution proposée, sa maturité, l'intérêt, régional, et notamment, la réponse à nos priorités, stratégiques, mais toutes les questions aussi de modèle économique, de partenariat, d'ancrage local, de pérennité et de reproductibilité de la solution. Et puis, on attend aussi que, les projets, intègrent des indicateurs de monitoring, pour pouvoir évaluer, le bon déroulement et l'impact, de ce qui est proposé. Les dépenses éligibles sont à la fois l'investissement et le fonctionnement. Alors bien évidemment, toute dépense, engagée avant le dépôt complet du dossier ne sera pas prise en compte et ne sera pas éligible. Il faut vraiment enfin les dépenses, courent à partir du moment où le dossier complet, nous sera, déposé. Les solutions peuvent concerner tout type d'acteurs, aussi bien publics que privés, individuellement ou en groupement. Si c'est un groupement, il nous faudra un porteur de projet clairement identifié qui sera le pilote et porteur du projet, pour ses partenaires. Et puis la soumission se fera en 2 étapes, avec une fiche projet qui doit nous être remise pour le 26 juin prochain, suivie ensuite d'un échange, en bilatéral avec les porteurs pendant la première quinzaine de juillet pour être sûr d'avoir bien compris, le périmètre du projet et puis pour pouvoir éventuellement réorienter, challenger, le projet. Tout ça en vue d'un dépôt finalisé sur notre plateforme en ligne pour le 28 août
et avec l'objectif de démarrer ces projets d'ici la fin de l'année. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre dès aujourd'hui, mais sinon, vous pouvez aussi tout à fait nous les adresser sur l'adresse internet là, qui a été créée pour l'occasion, mobideck-job2030@maregionsud.fr. Et j'en ai fini. Super, merci beaucoup Julie, c'était très clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, j'en vois pas pour Julie, puisqu'elle doit partir. Hein. En fait, vous devez partir à 11h, voilà, 11h30. Bah, je peux rester jusqu'à encore une petite Quelques dizaine minutes, de quoi. minutes. Oui, oui, tout à D'accord. fait. Si jamais ça émerge, je vous tiens au courant. Bon, personne n'a encore écrit de questions, mais je vous tiens au courant. En tout cas, on est ravis de pouvoir aussi accéder au replay hein, et au FAQ du webinaire de présentation de cet appel à projet. Et je me dis qu'effectivement, il faut aussi que la région Sud absolument intervienne le 7 juillet lors d'une journée qu'on fait avec Cap Énergie, notamment là sur tout ce qui est un peu plus véhicule, un peu plus transport de personnes hein, plutôt que marchandises, mais le 7 juillet au pôle Alpha à Sophie Antipolis, puisque vous aurez peut-être des choses à nous dire, vous ou peut-être Jean-Baptiste, hein, si j'ai bien compris, sur Oui, par rapport à cette date de fiche projet à soumettre avant le 26 juin, combien voilà, vous en avez eu reçu, peut-être tout sur à quel fait. type de thème, et peut-être que ça peut aussi motiver peut-être certaines personnes dans la salle à rejoindre un consortium en cours ou alors peut-être aussi échanger avec la personne de la région Sud présente ce jour-là pour demander des précisions sur Tout à fait. le dossier, le Oui, oui, dossier tout à fait. final à déposer Ça avant le ça 20. me ça me permet de rebondir sur le fait que, Ouais. bien évidemment, cet appel à projet, on l'a bâti et on le porte, en restant en échange très étroit avec, Cap Énergie, qui avait lancé un AMI, il y a un peu plus Mhm. d'1 an. D'accord. D'ailleurs, certains experts de Cap Énergie seront peut-être, invités à participer à notre comité, d'évaluation et de sélection des projets. Et puis Mhm. évidemment, tout ce que l'on fait, on le mène, en parallèle, et en bon dialogue avec le Parlement des Jeux et avec la Solidéo ou certains acteurs comme Rising Sud, enfin tous les partenaires usuels pour être sûr que justement nos actions soient coordonnées et en bonne synergie. Mhm. Donc ravie de pouvoir continuer à échanger avec vous et avec votre réseau évidemment à ce sujet avec grand plaisir. Mhm. Ça me permet aussi de juste finaliser avec cette information que nous avons, enfin nous, Actantis, hein, on a participé comme les autres pôles hein, de mémoire, Cap Énergie, EA Éco-entreprise, Innovalliance notamment, sur cette dynamique des Jeux Olympiques hein, pour proposer des solutions innovantes et du territoire pour ces Jeux Olympiques d'hiver. Et voilà, on travaille aussi bien sûr avec la Solidéo et le COJOP suite au lancement d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a fait l'été dernier. Voilà, nous, Actantis, c'était sur la thématique de la captation et de la télédiffusion d'informations et d'images, notamment par satellite, 5G ou autre. Mais c'est vrai que suite à cette AMI, n'importe quelle société, entreprise, ayant une solution innovante, pouvant apporter une certaine valeur pour les Jeux Olympiques et pouvant est susceptible et intéressé de répondre à un appel d'offres lancé par la Solidéo notamment, peut rejoindre cette dynamique. Et on est aussi là avec Cap Énergie et les autres pôles que j'ai mentionnés pour ça. Voilà. Merci Julie. Je vois toujours pas de questions, sauf attendez, je regarde. Non. Ok, bah écoute, merci Julie, et puis on reste en contact pour la suite. Je vais appeler maintenant Clémence Castel de Incent System pour nous faire un retour d'expérience sur la mobilité pendant les Jeux Olympiques Paris 2024, qui va nous rappeler un peu le contexte, les enjeux, et puis détailler quelques cas d'usage pour les visiteurs notamment, mais aussi les athlètes. Et puis, fort de cet enseignement et de cette expérience, se projeter sur les Jeux Olympiques 2030. C'est à toi, Clémence. Merci Fabienne. Bonjour à tous et merci de nous donner la parole sur ce webinaire. Donc effectivement, en 2024, on a eu l'opportunité de faire partie de l'aventure des JO de Paris avec les outils de mobilité que je vais vous présenter. Mais d'abord, sommes-nous? On est un petit rappel sur Instant System. On est une PME qui est basée à Sofia depuis 2013 et on développe des solutions de mobilité as a service, donc MaaS comme on l'appelle.
Tout le monde n'est peut-être pas complètement familier de ce concept. Donc, en gros, on développe des solutions, des plateformes, des applications qui vont être les outils qui vont permettre aux usagers des transports en commun de se déplacer d'un point A à un point B en s'appuyant sur l'ensemble des mobilités qui sont disponibles sur un territoire. Donc, ça contient de l'information, comme on l'appelle, information voyageur avec du temps réel, les prochains passages des bus, des fonctionnalités comme voir son bus en temps réel sur une carte, aussi un calculateur d'itinéraire qui est intermodal, qui va pouvoir combiner plusieurs modes de transport et aussi plusieurs opérateurs. Et aussi, on intègre des solutions billettiques, donc pour que ces solutions soient l'outil de planification, mais également de consommation des mobilités. Donc, une plateforme unique pour aller jusqu'à acheter et réserver son titre de transport. On fournit donc nos utilisateurs finaux, ce sont les usagers des transports publics, mais nos applications sont celles véritablement des collectivités et c'est les outils aussi de promotion des marques de mobilité des collectivités. On propose nos applications en marque blanche et là on a quelques exemples, justement la région sud avec le réseau Zoo, RLA sur la métropole de Nice, ici la métropole mobilité à Marseille et la plateforme régionale également Oura en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je passe, on a d'autres références aussi en France et en Europe. Et maintenant, passons donc, comme je l'ai dit, on a eu l'occasion de faire partie de l'aventure des JO 2024. Donc déjà, un petit rappel du contexte. C'était un événement vraiment mondial, celui qui attire le plus de visiteurs mondiaux sur un seul point sur un territoire pendant quelques semaines. Donc, plus de 15 millions de visiteurs attendus sur l'ensemble des épreuves, 4 millions d'usagers journaliers dans les transports publics attendus. Donc, quels étaient les risques? Une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension du réseau, de la gamme tarifaire, comment acheter son titre, etc. Une trop forte affluence dans les stations clés. Avec du coup des grosses congestions et des risques de sécurité induits sur les passagers, avec des mouvements de foule, des vols, etc. Donc Paris comme d'habitude en heure de pointe, mais en pire. Aussi des problèmes d'accessibilité, d'information, pour que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, savoir comment accéder au transport en commun, mais aussi pour les étrangers qui ne parlent pas forcément français. Et donc, de par tout ça, un gros risque de réputation et d'image pour le territoire au niveau mondial, avec des impacts ensuite sur le tourisme, des impacts politiques aussi, etc. Donc, on a été mandaté par deux orchestrateurs différents. D'une part, le comité olympique le comité des Jeux Olympiques de Paris 2024 et d'autre part l'autorité de mobilité de la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité, pour développer deux solutions, une pour les accrédités, donc la famille olympique, et une pour les visiteurs, dédiée aux visiteurs des Jeux. Déjà, je vais présenter quelques features phares pour présenter quelles étaient ces deux solutions. Donc, pour la famille olympique, il y avait ce challenge d'avoir des mobilités qui étaient réservées à différents niveaux d'accréditation. Donc, dans la famille olympique, on a le staff de la famille olympique, on a les organisateurs, on a aussi les sportifs, on a les médias, on a aussi les élus. Donc, l'idée, ces différents accrédités n'avaient pas accès aux mêmes mobilités. Il fallait gérer ça. Donc, on était connecté à une base de données qui nous permettait de connaître le niveau d'accréditation des utilisateurs et de leur donner accès
à aux mobilités auxquelles ils pouvaient accéder. Il y avait des fonctionnalités d'accessibilité, donc notamment ici, on avait un transport à la demande avec la possibilité de réserver son fauteuil roulant, également pour les sportifs qui voyageaient avec les accrédités qui voyageaient avec leurs enfants, siège bébé, réhausseur, etc. Donc, ça, c'était aussi inclus dans l'application. On avait des transports spécifiques à l'événement avec l'intégration de lignes qui étaient réservées aux accrédités pour Paris 2024, des trajets à la demande aussi VIP, et on intégrait aussi de façon très fluide les données en temps réel de 9 opérateurs différents. Donc, on a eu un gros travail et une très grande disponibilité des équipes durant cette période pour pouvoir fournir de l'information de qualité avec des changements de dernière minute induites par les aléas de l'organisation de tels événements. Grâce à cette flexibilité, cette bonne collaboration avec nos fournisseurs de données. Et également, on avait un calculateur CO2 pour que les usagers puissent aussi suivre leur impact environnemental. Et pas seulement, puisqu'on fournissait aussi des KPI, comme on va le voir, au comité des jeux pour pouvoir mesurer l'impact des jeux aussi sur l'environnement. Passons maintenant à la solution pour les visiteurs, donc Transport public Paris 2024. Ici, en fait, on a répliqué le masque qu'on fournit déjà à Île-de-France Mobilité, mais vraiment avec un branding JO à destination des visiteurs et avec une expérience personnalisée. Donc, quand à l'onboarding dans l'application, les visiteurs pouvaient sélectionner toutes les épreuves auxquelles ils allaient assister, ce qui permettait non seulement d'avoir une expérience personnalisée pour l'utilisateur, puisqu'il allait recevoir des rappels au moment de l'épreuve, en amont de l'épreuve, pour l'inciter avec un calcul automatique du trajet, pour l'inciter à prendre les transports en commun ou le vélo pour y aller, avec des push notifs dans l'application. Et ça permettait aussi à l'autorité d'anticiper l'affluence. Voilà combien de visiteurs avaient prévu d'utiliser les transports en commun pour se rendre à telle épreuve ou à tel moment, et du coup aussi de dispatcher les visiteurs dans le réseau en ne leur proposant pas toujours le même itinéraire. Voilà, l'idée c'était pas de proposer le plus rapide, mais de dispatcher le flux dans le réseau. Il y avait aussi des fonctionnalités inclusives l'app a été traduite en plusieurs langues pour les non-résidents. Il y a un gros travail qui a été fait pour actualiser l'information et donner des informations en temps réel sur les équipements d'accessibilité dans les transports en commun. Également, on avait des informations spécifiques à l'événement avec des points d'intérêt qui étaient les sites hôtes ou les villages olympiques, etc. Comme on pourrait avoir de l'information touristique sur des points d'intérêt, on avait les infos d'accessibilité, de quelles épreuves accueillaient ces jeux, et puis quelques données aussi touristiques. Et une des grosses innovations qui a été faite pour Paris 2024, ça a été de dématérialiser le titre de transport à la fois sur Android et iOS, donc de pouvoir dématérialiser le Pass Paris 2024 et de l'ajouter dans son wallet. Et ce qui a été une bonne pratique dans ces jeux, c'est que l'application a été envoyée en amont aux visiteurs des jeux qui avaient acheté des tickets pour aller voir des épreuves, et ils étaient invités à télécharger cette app en amont et à souscrire à leur titre Paris 2024 en amont, ce qui faisait que quand ils étaient, il y a eu aussi une grosse communication aux aéroports, mais quand ils arrivaient à Paris pour leur séjour, ils pouvaient déjà passer avec leur téléphone
au métro sans avoir à passer à faire la queue. Et ça a évité, pour acheter le titre, et ça a évité des grosses congestions qu'il y aurait eu en temps normal à des stations clés, aux aéroports, aux stations de métro, aux gares, etc. Alors, quelques chiffres maintenant sur le verdict. On peut dire que ça a été un succès. Il y a eu environ, là pour l'app des accrédités, 1 million d'itinéraires qui ont été recherchés via l'application, avec près de 100% de taux de succès dans la réponse aux itinéraires qu'on fournissait. Si on regarde, c'est intéressant de regarder au top 10 des destinations qui ont été recherchées. On voit que dans les 7 premières, ce sont des points de mobilité tels que des parkings vélos ou des gares TER, des gares RER. Donc, ce qui montre que voilà, il y a eu un impact positif avec une réutilisation par les accrédités et les sportifs des transports en commun et des infrastructures vélo. Et voilà, on a eu une très bonne aussi utilisation pendant la durée ici des Jeux olympiques et paralympiques, une utilisation constante. Maintenant, pour l'app des visiteurs, elle était numéro 1 sur les stores avant même des grosses applications traditionnellement utilisées pour la navigation. Donc, gros succès. Avec 1,2 million de téléchargements, plus de 2 millions aussi d'achats de titres Paris 2024, de titres, et plus de 400 000 passes Paris 2024 qui ont été vendus. Et une fois ça dit, maintenant, c'est dans les Alpes du Sud qu'on va accueillir les Jeux Olympiques 2030, et on a commencé à réfléchir au contexte. C'est pas exactement les mêmes challenges. Bien sûr, il y a des challenges qui sont liés à l'organisation, à la gestion de la mobilité pendant des grands événements, gérer les aléas, des enjeux de décarbonation, pousser les utilisateurs vers les transports en commun. Mais ici, on est sur un territoire, sur même deux régions, donc un territoire étendu et assez peu maillé, un maillage difficile avec des opérateurs multiples. Et même avec 2 plateformes masse régionales, l'information voyageur, elle reste éclatée d'un média à l'autre. Ça peut être un calvaire pour un usager, même au niveau, même en français, au niveau local, d'aller sur 35 sites différents pour planifier son trajet et planifier son voyage. Donc, ça inclut aussi la billettique avec des solutions billettiques qui ne sont pas unifiées, le besoin d'aller aussi sur 35 sites pour aller réserver son titre de transport. Donc, ça facilite pas les choses et ça amène sur le deuxième challenge qui est d'éviter le recours aux véhicules individuels, qui est la solution de facilité au final. Et qui amène au problème de routes qui sont congestionnées. Et c'est déjà le cas quand on est en période de vacances scolaires pour se rendre aux stations en montagne. On a aussi une multimodalité qui est élargie avec des mobilités spécifiques à la montagne et puis des mobilités interurbaines, là où sur Paris 2024, on était vraiment sur de l'urbain. On a des cars qui sont réservables, on a de la prise TER pour la solution interurbaine, il faut assurer les liaisons gare TGV, les liaisons avec les aéroports, mais aussi si on veut fournir une expérience porte-à-porte et aller jusqu'aux navettes de stations, etc. Donc le routage doit bien composer avec toutes ces mobilités. Et également, dernier challenge, un double pic d'affluence, février-mars,
L'événement mondial il se superpose aux vacances scolaires d'hiver, donc on a les visiteurs des JOP et la clientèle touristique locale qui vont partager les mêmes infrastructures. Donc, on a besoin d'anticiper l'affluence. Anticiper l'affluence devient quelque chose de critique. Et peut-être aussi qu'il y a un enjeu sur les informations touristiques. On va proposer des longs trajets, des trajets en train, si on propose un transport en commun qui seront longs. Donc, pourquoi pas proposer des étapes touristiques sur le trajet, ce qui serait bon pour répartir aussi les revenus générés par le tourisme et répartir aussi les visiteurs sur le territoire entier. Donc, j'ouvre maintenant sur des cas d'usage qui vont cibler différents types d'usagers. Donc, pour le voyageur, ce qui serait idéal pour garantir une expérience de mobilité bonne et le pousser justement à utiliser les transports en commun, c'est qu'il puisse planifier à l'avance, réserver et payer son trajet porte-à-porte à un seul endroit. Savoir que c'est faisable facilement. Planifier son voyage à l'avance aussi et s'assurer que le trajet est possible. Acheter son pass à l'avance et planifier des étapes touristiques. On peut le pousser à aussi faire ça. Ça peut être un moyen de le pousser aussi à utiliser les transports en commun. Alors là, on n'est pas sur l'usager, mais c'est aussi un utilisateur de la solution. L'organisateur de mobilité, que ce soit les autorités organisatrices, les opérateurs, le comité des jeux, il y a un besoin d'orchestrer les mobilités et de mettre en place des solutions spécifiques aux JO, des cars réservables, peut-être des navettes dédiées avec la possibilité de réserver aussi, tel que l'on l'a vu pour les PMR tout à l'heure, la possibilité de réserver sa place pour ses skis, etc. Donc, pour avoir aussi, pouvoir anticiper vraiment l'affluence en temps réel. Et collecter également des indicateurs d'impact par l'utilisation de ces solutions et pouvoir faire un bilan à la fin des jeux. Et enfin, l'accrédité, potentiellement, il peut y avoir besoin de solutions qui, là, pour le coup, à part, avec des services de mobilité qui sont très spécifiques des VIP. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je voulais juste ajouter qu'on est en train d'écrire un livre blanc sur justement tous les bénéfices que peuvent apporter les solutions MaaS dans la gestion d'événements, avec un peu plus de détails sur les solutions développées pour Paris 2024. Je serais heureuse de le partager via le réseau Actantis. Super, merci beaucoup Clémence. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des questions pour Clémence? Je vous propose en tout cas de les écrire, peut-être de les traiter dans la session questions qu'on va faire juste après l'intervention de Bianca. Donc Bianca, je vais te désigner présentateur si tu veux bien. Clémence, vous restez disponible pour la session questions-réponses, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, super. Merci. Bianca, je vous désigne présentateur pour qu'on puisse aborder un sujet complémentaire, mais non moins inintéressant, sur un dispositif de financement pour les innovations, justement, en faveur de la mobilité et de la transition numérique, donc pas que la mobilité, notamment pour les petites collectivités rurales et alpines, et il y en a qui nous écoutent, ça tombe bien, les collectivités rurales et alpines transfrontalières, donc avec ce programme européen DigiViday. Bianca, c'est à vous. Merci Fabienne, merci à tous les participants d'être présents à ce WebTech. Donc, comme introduit, je suis Bianca Blaz et chargée de mission projet européen au sein d'Actantis. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le projet européen Interreg DigiViday. Donc, le projet naît avec le propos de trouver une réponse aux défis majeurs des petits villages alpins et ruraux des zones transfrontalières.
des défis tels que la dépopulation, le vieillissement, la faible connectivité numérique, l'accès limité aux services essentiels ou encore la fragmentation des initiatives de développement. Et donc, il s'agit d'un projet Interreg développé sur la zone Alcotra qui vise à renforcer la cohésion franco-italienne et à soutenir le développement économique et l'attractivité des territoires frontaliers, en cohérence avec la stratégie macro-régionale de l'Union européenne pour la région alpine. Le projet se développe sur 5 territoires. Il est déployé par 6 partenaires. Actantis pour les départements transfrontaliers de la région sud, donc les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Anti-Liguria en Ligurie, l'unité commune Valdotene-Morose pour la vallée d'Aoste et en Piémont, la fondation Piemonte Nova, chef de file du projet, le Smart Communities Tech Cluster et l'Union des communes de Fossano. Donc, le projet vise 3 publics cibles, les petites communes rurales et alpines des territoires transfrontaliers franco-italiens, comme déjà introduit, leurs citoyens, communautés et acteurs locaux, et également les entreprises qui proposent des solutions numériques et durables à mesure de fournir des solutions efficaces qui répondent aux besoins de ces collectivités. Donc, comme j'ai pu déjà un peu introduire au début de ma présentation, les objectifs de DigiVilae sont d'accompagner les territoires transfrontaliers dans leur transition numérique et durable à travers la co-construction d'un modèle de Smart Village, un modèle qui veut devenir réplicable et apte à concevoir leur stratégie d'innovation. Donc, à travers ce modèle, DigiVilae veut développer une plateforme numérique qui permet à identifier les besoins et les solutions locales afin de réaliser des expérimentations de solutions numériques innovantes adaptées aux besoins spécifiques des territoires. Donc, les thématiques abordées par le projet sont par exemple le tourisme, la gestion des risques, la valorisation des ressources naturelles, la transition numérique durable, la mobilité, la santé connectée et le développement local. Donc, toutes ces thématiques se lient très bien aux enjeux et aux thématiques des Jeux olympiques d'hiver 2030. Et le projet permettrait également de trouver des réponses aux besoins des petits villages à montagne qui accueilleront les prochains JO d'hiver. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur le projet, il s'agit d'un projet développé sur 30 mois qui a débuté en septembre 2025 et se terminera en avril 2028 avec un budget de plus d'1 million d'euros, dont 80% cofinancé par le Fonds européen de développement régional. Le projet développe actuellement une plateforme collaborative transfrontalière qui puisse faciliter les contacts entre le secteur public et le secteur privé, entre donc les collectivités et leurs besoins d'un côté et les entreprises et les solutions qu'ils fournissent de l'autre côté. Sur le slide, vous pouvez lire quelques exemples de fonctionnalités envisagées pour cette plateforme, comme par exemple le partage d'expériences des bonnes pratiques, l'émergence des défis territoriaux des petites collectivités, la collaboration entre les projets locaux, l'accès à l'innovation territoriale et l'identification des opportunités de financement pour les projets des territoires. Cette plateforme sera alimentée avec les retours d'expérience des différents territoires qui participent au projet. Et pour cette raison, j'ai partagé avec vous une brève enquête. Il s'agit de 4 questions rapides pour mieux comprendre ce que vous retenez être les besoins principaux de votre territoire. Donc, vous pouvez scanner le QR code et après, on partagera aussi le lien dans le chat. Donc, votre contribution pourra nous permettre d'affiner encore plus l'efficacité de cette plateforme. Donc, merci si vous avez envie de participer. Et la dernière information de ma présentation concerne notre action lancée pour les entreprises dans le cadre de ce projet. Nous avons ouvert un appel à manifestation d'intérêt pour créer un catalogue de solutions Smart Territoire. L'objectif est celui de recenser les solutions numériques des entreprises de la région sud qui ciblent les villes et les communes.
Il s'agit donc d'une façon pour mettre en avant vos services ou produits et de les présenter aux territoires régionaux qui pourraient être intéressés. Donc, si vous voulez faire partie de cette initiative, vous pouvez à nouveau scanner ce QR code dans le slide et je partagerai également dans le chat le lien pour répondre à l'enquête. Donc, pour conclure, si vous voulez plus d'informations sur le projet, vous êtes intéressé à le découvrir plus dans le détail, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont affichées dans le slide. Vous pouvez les retrouver également sur le site d'Actantis. Le projet DigiVilae a également un site web bilingue qui vient d'être lancé et sur lequel vous pourrez retrouver toute l'actualité et la progression du projet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. C'est digivilae.eu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. J'arrête le partage. Merci Bianca. Je viens de partager dans le chat avec tous les participants donc le lien des enquêtes que tu viens de mentionner. Donc merci. Je vais peut-être juste mentionner. Donc tu as aussi partagé ton email éventuellement si on voulait te contacter sur ce projet, ce programme de financement DigiVilae, c'est ça? Tu as partagé? Oui, bien sûr, c'est dans les slides. Ok, très bien, merci. Et là maintenant, je vais appeler Raphaël Rinaldi pour m'accompagner sur la mention juste d'une initiative qu'on est en train de lancer, normalement qui aura lieu donc, le 7 juillet, qui fait suite à une collaboration avec la DRETS, donc l'État en région, sur la renaissance, la redynamisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de la filière automobile, mobilité en région sud. Et donc, je vais partager le visuel de l'événement qu'on est en train de monter ensemble. Raphaël, si tu veux en dire quelques mots. Oui, bonjour Fabienne, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vois pas le visuel, mais voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 7 juillet prochain à la Casa, au pôle Alpha, donc à Sophia Antipolis. Et donc Actantis et Cap Énergie se sont réunis pour mettre en place cet événement en collaboration avec l'ADRETS, la région Sud, Mobiliance et l'UIMM. Et l'idée, c'est de faire suite à un premier événement qui avait eu lieu en novembre dernier au Castelet, puisque certains d'entre vous étaient présents. Donc l'idée, c'est de dynamiser la filière automobile donc sur le transport routier en région Sud, puisqu'il y a quand même un écosystème avec des acteurs pertinents dans des domaines qui sont liés à la transition énergétique et la transition numérique. Donc c'est de faire, de connecter en fait ces écosystèmes, le numérique, les énergies, et essayer de trouver des leviers pour travailler ensemble et faire avancer cette filière. Même si on n'est pas une région historique dans l'automobile, mais avec les nouvelles mobilités, on peut travailler ensemble et en construisant des nouvelles solutions, on peut faire émerger des solutions innovantes. Et la finalité, c'est vraiment faire émerger un petit peu cette filière. Il y a quand même des acteurs importants. Donc vous aurez le programme, vous avez reçu normalement une invitation, je pense à Save the Date, de la part des partenaires, dont Actantis et Cap Énergie, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver le 7 juillet prochain. J'envoie le lien de l'événement pour que les gens puissent avoir accès au programme et puissent s'inscrire éventuellement. L'inscription donc est gratuite pour les membres des différents partenaires, dont Cap Énergie et Actantis. Et voilà, et certains sont en train de monter l'événement, comme Raphaël vient de le dire, mais voilà, certains speakers sont déjà confirmés, notamment l'INRIA. Il y aura aussi des interventions d'institutionnels, bien sûr, et puis quelques acteurs clés qui travaillent sur l'innovation, sur la mobilité routière et décarbonée, c'est le titre. Et on traitera ces sujets de véhicules connectés aussi, numériques, énergie et embarqués. Voilà. Et Fabienne, juste pour rajouter, il y aura aussi une présentation justement d'une feuille de route de la part de l'ADRETS par rapport à cette première région, fin de journée. Très important.
Et puis, ce sera aussi l'occasion de créer des liens, des B2B, des rendez-vous entre les différents acteurs. Oui, la session B2B devrait avoir lieu vers 15h30. Et on est en train de voir, je suis en train de voir en tout cas si on pourrait aussi en profiter, puisqu'on sera au pôle Alpha, hein, qui regroupe plusieurs sociétés, bien sûr, le pôle Actantis accessoirement, mais aussi la maison de l'intelligence artificielle. Donc, on devrait pouvoir organiser une visite des cas d'usage, des pods liés à la mobilité dans ce tout nouveau, cette toute nouvelle maison de l'intelligence artificielle, très design. Vous allez voir, c'est très agréable. Et voilà, le déjeuner aura lieu aussi en terrasse, pas très loin de l'auditorium. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et sinon, je vais prendre les questions peut-être pour Instant System, notamment, qui a présenté son retour d'expérience de sa gestion de la mobilité et de toutes les contraintes pendant les JO, enfin pendant l'été 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Sinon, on va terminer plus vite que prévu, il n'y a pas de souci, puisqu'on a aussi une contrainte sur le temps. Il y avait une question posée, mais je ne la retrouve plus. Je l'ai bien posée. Alors, il y a une question pour Clémence. Si une solution voyageur est développée pour les Jeux Olympiques 2030 spécifiquement, est-ce qu'elle serait directement réplicable post-JO? C'est le fameux concept d'héritage qui a été détaillé par Julie Rafaillac de la région Sud et qui est aussi une valeur importante pour le Parlement des JO qui a été mis en place il y a quelques mois. Donc, est-ce que cette solution voyageur qui serait développée ad hoc pour cet événement en février 2030 pourrait être réplicable ensuite? Complètement. En fait, si on reprend l'exemple des JO de Paris 2024, tout ce qu'a développé Île-de-France Mobilité, tout ce qui a été développé dans cette application dédiée aux JO, il y a eu un travail derrière de adopter ces features de façon pérenne dans l'application pour les usagers. Donc, on a appris beaucoup des JO pour améliorer la qualité de service et également de ce qui est fourni dans l'application au quotidien. Par exemple, le pass dématérialisé, ça c'est le pass Navigo maintenant, il est disponible aussi de façon dématérialisée dans les applications et dans les wallets, etc. Donc ça c'est quelque chose qui bon, maintenant c'est un peu remis en question, mais c'est plutôt au niveau politique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, il y a tout ce qui est fait sur l'accessibilité, les informations pour l'accès PMR qui a été remasterisé. Et ça, ça aussi, ça a été fait de façon pérenne. Et puis, si on pense maintenant au JOP 2030, si on envisage une solution qui va fournir une billettique unifiée, alors dans l'idéal, entre les différents opérateurs à minima sur une région ou alors voir sur les deux régions, qui prend en compte aussi, par exemple, les passes de ski. C'est un game changer pour tous les visiteurs habituels qui viennent au ski en hiver dans la région. Ça facilite grandement les choses, de pouvoir peut-être aller sur une station, sur plusieurs stations différentes pendant les vacances. Ça peut être très, très intéressant.
Et ne serait-ce que pour l'information voyageur, si on arrive à montrer que prendre les transports en commun, ça peut être facile, agréable, potentiellement accroître l'expérience touristique, et ben, on va avoir un report modal sur les transports en commun et moins de congestion sur les routes et du coup, ben, voilà, des vacances d'hiver décarbonées. D'accord, ok. Donc un vrai impact sur le territoire. Exactement. Même donc après les JO. Ok, super. Merci beaucoup Clémence, merci Raphaël, merci Bianca et merci Julie qui nous a quittés. Donc ce WebTech, hein, comme tous les autres, sera disponible en replay sur YouTube et en format MP4 dans quelques jours. Un petit zoom sur les prochains événements. En présentiel, on fait une conférence sur le quantique. On va mettre en lumière hein, les différentes forces vives académiques, industrielles, mais aussi les enjeux et l'impact que ça aura, que cette technologie révolutionnaire aura sur notre vie de tous les jours. Les mots sont importants. Ce sera le 9 juin à l'hôtel de région à Marseille, une journée complète avec conférences, table ronde, rendez-vous. Nous avons ensuite notre assemblée générale qui aura lieu justement au pôle Alpha à Sophie Antipolis, hein, vous le voyez sur l'écran, il est tout beau, tout neuf, et ce sera aussi l'objet d'une conférence sur le sujet plutôt de la deep tech, de la souveraineté, mais aussi de l'IA. Et c'est aussi le lieu donc hein, qui accueillera cette conférence deep tech IA et véhicules décarbonés le 7 juillet. On en a parlé. Et puis le prochain WebTech aura lieu le 2 juillet, matin à 11h, comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Et ce sera aussi sur une technologie innovante qui est en cours aussi de déploiement, de développement et d'expérimentation au sein de Actantis, mais pas que. C'est autour de la robotique cognitive et liée embarquée. En gros, c'est concevoir des humanoïdes, hein, ces robots humanoïdes, est-ce possible? Ça sert à quoi? Et en quoi ça peut vraiment contribuer à une souveraineté justement et numérique et économique et politique d'ailleurs. Ça peut vraiment effectivement contribuer à transformer l'industrie en Europe. Et on aura quelques acteurs clés et experts de ce sujet de la robotique cognitive et IA. Voilà. Et puis un autre webinaire qui aura lieu dans la semaine prochaine sur les différents appels à projets, financement, avec un petit focus sur le marché de la défense. Donc c'est un petit peu loin du sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. Toujours intéressant de voir quelles sont les différentes aides publiques dont vous pouvez bénéficier si vous êtes si vous avez une technologie duale, hein, c'est-à-dire qui cible le marché civil, mais qui peut aussi, comme la mobilité d'ailleurs, hein, qui peut aussi tout à fait être utile pour la défense, l'AID ou la DGA, et on sait qu'on en a bien besoin en ce moment avec tout ce qui arrive dans le monde. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis rendez-vous à bientôt en présentiel ou en distanciel et puis au plus tard peut-être le 7 juillet pour retraiter ces sujets de mobilité et notamment de véhicules décarbonés au pôle Alpha à Sofia. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.